Bonjour, bienvenue dans les interviews de Rafiki Mentor. J'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'interview, mais on revient avec force, on revient avec d'autres nouvelles personnalités. Et du coup, j'ai l'occasion d'accueillir un ami, un vieux singe, un vieux aussi Rafiki, qui a plein de sagesse, qui a plein de choses à nous faire partager par son expérience. Et du coup, comme d'habitude, tu t'assois tranquillement et tu écoutes. Et si tu fais le ménage, écoute ça pendant que tu fais le ménage, pendant que tu fais tes choses de la vie. Donc, bienvenue à toi sur cette interview. Alors, j'accueille Monsieur Didier Baud. Bonjour Didier. Bonjour Memba, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être là parce que c'est vrai qu'on en parlait déjà depuis un moment et j'ai vraiment beaucoup de joie à participer à cette interview sur cette chaîne de Vieux Singe. Oui, pour les personnes qui ne savent pas, on fait des lives tous les jeudis soirs sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous brancher sur... là, tu comptes Instagram, c'est quoi Pour Instagram. Ah, c'est I am Didier Baud. I am, voilà, Didier Baud. Et Rafiki Mentor, vous allez vous brancher sur un de nos Instagram et vous allez voir tous les jeudis soirs. On parle de beaucoup de choses intéressantes, des choses un peu polémiques, des choses qui font un peu trembler et palpiter votre cœur. Donc du coup, allez vous abonner sur la chaîne Instagram. Je crois que je dis chaîne, je suis un spécialiste de YouTube. Faut que j'arrête ça. C'est parce que tu es un spécialiste de YouTube, le gars, il est à YouTube. Donc, ouais, Rafiki Mentor sur Instagram ou I am Didier Baud sur Instagram tous les jeudis. Donc, on fait un live sur différents types de sujets. Voilà. Venez, on vous accueillera avec plaisir. Venez avec votre thé, ce que vous voulez. Et voilà. Ok. Ça vaut mieux. Alors, maintenant c'est ton tour de nous dévoiler qui est Didier Baud. Mon premier vieux singe est passé sur la chaîne. On a vu son parcours footballistique jusqu'à aujourd'hui entrepreneur. Pour les personnes qui ne savent pas, du coup, c'est Foresta Simao qui a l'interview sur la chaîne. Donc, avant de rentrer dans les détails de ta vie, parce que Rafiki, il aime bien gratter en dessous de l'iceberg. Ouais, c'est ça. Pour avoir les pépites, pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Donc, du coup, est-ce que tu peux te présenter très simplement avant qu'on commence ce retour vers le passé? Très bien. Alors, donc moi, je suis Didier Baud, donc je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années déjà, donc j'ai eu d'autres entreprises avant, et actuellement j'ai une entreprise qui s'appelle Shinrai Consulting et qui fait du conseil en stratégie, en organisation et en IT, architecture IT, etc. Et depuis peu, on a une activité d'édition de logiciels également, donc un business de consulting au sens large. Et depuis quelques temps, sous l'impulsion de nos enfants, en fait, ils nous ont demandé de mettre à disposition nos méthodologies aux plus jeunes. Donc, on a une activité liée à l'éducation. Voilà. Éducation des enfants. Ok. Bon, c'est ça. On va commencer tranquillement. C'est ça. Alors, allez, c'est parti. Donc, explique-moi ta vie entre tes 0 à 15 ans. Alors, ma vie entre mes 0 à 15 ans, globalement, ça a été une vie... on roulait pas sur l'or, mais ça a été une vie qui est... j'en ai vraiment d'excellents souvenirs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... donc, moi, je suis né en Martinique. Mes parents sont venus en France métropolitaine, en France hexagonale, maintenant, il faut dire. Donc, très tôt pour moi. Et donc, je me suis retrouvé... en métropole, alors que j'avais commencé l'école en Martinique, donc ça a fait un sacré changement. Et je me suis retrouvé en métropole avec mes parents qui devaient travailler classique, j'ai envie de dire, pour subvenir à nos besoins. Et puis ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont divorcé, et donc j'avais 7 ans. Oui, c'est ça. Quand le divorce a vraiment été prononcé. Et donc, ce qui fait que mon père est retourné vivre en Martinique et moi, je suis resté ici avec ma mère, donc qui s'est chargée de mon éducation au sens large. Et j'avais la chance, en fait, en grandissant, d'avoir, comme ma mère m'a eu assez jeune et a poursuivi ses études en même temps, j'avais la chance d'avoir des oncles et tantes qui étaient jeunes, et donc j'ai pu bénéficier de leur jeunesse et on va dire de leur mésaventure. Donc c'était un peu la colo de vacances. C'était quand même ferme, hein.
Il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi. C'était une ambiance, j'ai envie de dire, étudiante, quoi. C'était ouais, c'était une ambiance étudiante, puisque dans ma famille, ils faisaient des études. J'ai grandi avec ça. Donc après, bien entendu, mes oncles et tantes sont partis et ont fait leur vie. Et moi, je suis resté avec ma mère qui m'a donné les valeurs, le travail, l'envie d'aller plus loin, etc. Je pense qu'on rentrera dans le détail Ouais. en Du fonction coup, des j'ai questions. déjà une question là sur ça parce que Oui. c'est vrai que c'est assez difficile et en plus tu es dans ce domaine-là de l'éducation. Comment Mm. tu, comment tu ressens cette séparation à ce moment-là? Euh, bah, à ce moment-là, je me dis que, incroyablement, je me dis que c'est la meilleure solution en fait. Ah ouais? Ouais, Tu me choques là. incroyablement, je me dis que. Ouais, 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 À ce ouais, ouais, ouais. moment-là, c'est pas après Ah, les années suivantes, tu as pris du recul bah, et après tu. après, Ouais. non, non, non. Au début, je me Oui, dis, oui, mes parents se disputent, ils s'entendent pas, c'est ok, peut-être mieux qu'ils se séparent. ok. Parce que moi, je suis un enfant et j'aime mes deux parents et j'ai pas envie de devoir, tu vois. Donc, je me dis, c'est peut-être mieux que ça se passe comme ça. Et puis après, une fois que bon, la séparation a lieu et que mon père part effectivement, là, Mhm. c'est plus compliqué pour moi parce que je me retrouve, tu sais, il y a une différence quand tu sais que la personne, elle est pas très loin de toi et s'il y a quoi que ce soit, elle peut venir et tu Mhm. peux la voir, tu peux la toucher. Puis, je rappelle à nos petits camarades qui regardent l'interview qu'à l'époque, il n'y a juste pas d'internet, il y a juste du Ouais, ah ouais. téléphone et ça coûte une blinde. Donc, Peut-être le Minitel. ouais, le Minitel coûte super cher et tu vois toujours pas la personne. Donc, la seule chose que tu as, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est quand même relativement cher. Donc, tu peux pas avoir les gens tout le temps. Tu peux pas y aller tout le temps. Et donc, je me retrouve séparé de mon père. Donc, c'est quand même compliqué. Maintenant, j'ai quand même beaucoup d'amour autour de moi. Donc, je me dis, bon, de toute façon, ils s'entendent pas. C'est mieux comme ça. Et je me fais à l'idée. Ensuite, vient le manque, où là, tu Oui. te dis, un père, maintenant que j'en suis un, je me rends compte c'est important, c'est un statut, c'est une place, c'est un rôle. Et c'est pas évident pour les parents, enfin, que ce soit père ou mère d'ailleurs, solo, de devoir endosser le rôle des deux. Parce que c'est pas évident et puis surtout il n'y a aucun apprentissage pour ça. Tu fais comme tu peux. Et si tu as de l'amour, je pense que tu peux au mieux. Donc, moi, après, il y avait du manque, mais comme il y avait mes tantes et mes oncles qui étaient avec nous dans la maison, on était un peu nombreux, mais c'était très cool. Donc, j'avais pas le temps de penser vraiment à ça et de m'inquiéter pour ça. Maintenant, ça n'empêche pas, des moments, comme tu dois t'en douter, de nostalgie, où tu te dis, ouais, quand tu vois, par exemple, un père et son fils, là, ça te fait un petit quelque chose, tu vois, Ouais. t'es pas à l'aise. Et ça a été très difficile pour moi, là où tu sens que tu as besoin de plus de ton père, surtout en tant que garçon. À partir du collège, ça a été un peu plus difficile pour moi parce que bon, ta mère, c'est sympa, mais c'est ta mère, quoi. Tu vois, elle a un côté très maternel, c'est super cool, et maman, je t'aime, c'est pas le problème. Mais à un moment, tu as besoin de te retrouver avec des hommes, le côté masculin, en fait. Tu as besoin de savoir. Enfin, moi, j'en avais. Enfin, tu as besoin. J'en avais, moi, le besoin. Donc c'était un petit peu plus difficile. Donc mon oncle a joué ce rôle-là, mais il était aussi jeune. Enfin, c'était pas son job, quoi. Mais Oui. il a fait comme il a pu et c'était cool aussi. C'était cool. Ok. Et du coup, à quel moment, est-ce que c'est au niveau de l'adolescence où tu commences à Mhm. se transformer en homme, tu as ressenti ce besoin-là ou pas? C'est à quel moment où ce besoin présent du père, en fait, était le plus présent, Ouais, c'est à le plus intense? l'adolescence. Oui. C'est à l'adolescence parce que bon t'as les hormones qui jouent, tu dois parler aux filles, Ta voix tu devient machin grave. et ta voix devient grave. T'aimerais, t'as des questions. Alors, ce qui a été vraiment cool et je la remercie encore vraiment. Ma mère est toujours quelqu'un de très ouvert et elle m'a tout expliqué. C'est-à-dire que elle voulait pas que j'ai des questions, que je me pose des questions, que je regarde des trucs, que j'aille en cachette. C'est pas du tout le genre de la maison. Donc elle a Ok. été très claire. Si tu as des questions, elle avait des livres, parce qu'on est une famille où on aime beaucoup lire, ça c'est important. Donc la lecture c'était très important.
Et du coup, bah, il y avait des livres qui expliquaient la femme, le corps de la femme, etc. Et elle me disait, bah, voilà, si tu as des questions, si tu as des questions en plus, tu peux me les poser. Et il y a toujours eu cette relation de confiance, ce qui fait Ok. que bah, j'avais des questions. Alors, ça me dérangeait pas que ce soit ma mère qui réponde à mes questions, surtout quand c'était des questions qui concernaient les femmes, comment il faut être, comment elle ressent, c'est quoi ceci, est-ce que les caresses c'est bien, enfin tout ça, tout. Et elle a été suffisamment ouverte, vraiment, vraiment, pour tout m'expliquer que en amour, tant qu'il y avait consentement, tant qu'il y avait relation établie et du respect, bah, tout était possible et qu'il fallait en discuter. Et ça a été quelque chose de très fort et qui m'a marqué d'ailleurs pour l'ensemble de mes relations. Et ça m'a permis d'avoir une relation très apaisée avec la femme en général, je pense. Et même avec Ok. les hommes d'ailleurs. Ok. Et du coup, comment ça se passe ton adolescence côté, on va dire, scolaire, cette évolution? Alors, côté scolaire, comme j'ai dit, je faisais partie d'une famille où, bon, déjà, il y avait une ambiance étudiante dans la maison. Donc, tu vois tout le monde avec un livre. Tu sais, Ouais. les enfants, c'est pas très compliqué, hein, c'est du mimétisme. Donc, tu vois tout le monde avec un livre, tu te dis, je vais prendre un livre du coup. Et puis, t'as aussi le côté, moi, dans la famille, aux toilettes, petite anecdote, il y avait un dictionnaire. Donc, si tu sais pas quoi faire aux toilettes, tu prends le dictionnaire, tu lis. Ah ouais, à ce niveau-là. Bah, Ah, c'est trop bien. ouais, mais c'est des super souvenirs. Ce qui fait que, et puis on jouait beaucoup au Scrabble. Et c'était des gros moments familiaux où on jouait tous ensemble. Et à la fin, on avait un petit niveau, hein. Donc, Ok. et il me faisait pas de cadeaux d'ailleurs. Je Ah. l'ai tenté. Ouais, il me faisait pas de cadeaux. Et Est-ce c'était que ça dur au existe début. des concours de Scrabble officiels? Maintenant, oui. Maintenant, Ah, oui. ok. À À l'époque, l'époque. oui, je suppose. Ok. Ça existait, mais on n'était pas informé de tout ça. Maintenant, on peut faire des parties en ligne et tout. Mais ouais, on jouait beaucoup à ça et c'était les petits chevaux. Enfin, on avait vraiment une activité. Moi, je t'ai dit, hein, j'ai vraiment vécu une enfance qui était sereine, quoi. Même si on habitait dans un quartier, il paraît que c'était la zone T'habitais où? d'éducation prioritaire. J'habitais à Fontenay-sous-Bois, une commune Ah, du Fontenay-sous-Bois. 94. Ouais. Ouais. Et j'étais, soi-disant, dans une ZUP, c'était compliqué, etc. Bon, alors évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y en a jamais eu. Mais, mais globalement, les gens, ils s'entendaient. C'était cool, quoi. Il n'y avait pas Alors oui, il y avait des phénomènes ouais, je fais partie de telle bande, je fais ça, je fais ça. Mais Les gangs du rien quartier. de... Voilà, mais de temps en temps, des petites batailles avec Champigny-sur-Marne, les machins comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi, la banlieue dans laquelle j'ai grandi, c'était pas une banlieue où on était triste et où on souffrait le martyre. Bien sûr que c'était difficile. Je dis pas que c'était pas difficile, mais je pense que dans les années 80-90, on grandissait et on grandissait déjà ensemble. Et moi, j'avais des potes de toutes nationalités confondues. Il n'y avait pas de problématiques, il n'y avait pas de questions religieuses aussi présentes. On Mm. était juste des gamins, on jouait ensemble, tu vois. Et ça se passait bien. Tout le moins, moi, j'avais le sentiment que ça se passait bien. Ah, c'est cool ça. Et tu faisais un sport en particulier? Est-ce que tu es quelqu'un de Ouais, sportif aussi? ouais. Alors, j'ai fait beaucoup de sports, notamment des arts martiaux. Donc, du Hmm. karaté, du kung-fu, des choses comme ça, du judo au début. Et donc, ça m'a un peu forgé quand même, parce que t'as un côté discipline. Tu sais combien j'aime la discipline. Donc, mais il y avait un côté de discipline. Et puis après, il y a eu les sports collectifs. Alors, moi, j'étais très basket. Je jouais au basket. J'aimais regarder Magic Johnson jouer parce que je trouvais qu'il avait un sens du jeu qui était incroyable. Alors, j'admirais Jordan, hein, rien à dire, hein, parce que c'était la grande époque, mais vraiment, le fait de jouer pour les autres, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu en équipe. C'était ce que faisait Magic Johnson. Donc, moi, j'aimais Ah, beaucoup il jouait regarder pour ce les joueur autres. évoluer. Et Michael Jordan, il jouait pas pour les autres, il jouait pour lui? Si, Ou si, c'est quoi la Michael différence? Jordan, si. Le truc, c'est que. Enfin, moi, c'était mon sentiment quand je regardais. Michael Jordan, c'était un leader, c'était un scoreur, donc il mettait des points, etc. Il était impressionnant.
Ouais. Parce que, bon, bah, lui aussi, hein, enfin, tous, ils travaillent dur. Hein. Ça arrive pas comme ça. Mais le côté de Magic qui arrive à faire la passe au bon moment, complètement inattendu, des choses comme ça, je trouvais ça Hmm. extraordinaire. Extraordinaire. Et il avait un jeu qui était. Mais je vous invite à aller regarder des vidéos de Magic Johnson et vous verrez que le sens du jeu du gars, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ok. Et du coup, tu fais du karaté. Est-ce que Ouais. tu fais du basket en même temps ou t'aimes bien regarder? Alors, au début, alors je fais le karaté, tout ça en club. Et puis après, bah, le basket, j'en fais un petit peu. J'en fais avec mes potes en streetball, tu vois, le week-end, quoi. Mais tu progresses vachement en jouant au streetball comme ça. Puis quand Ouais. tu arrives à la fac, bah, tu essaies de jouer un peu, puis finalement tu es pris. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Parce que tu as l'habitude de jouer. Donc j'ai joué un peu, on va dire, au basket. Et c'était très Ok. sympa. Bah, tu as fait une très bonne transition. Maintenant, comment se passe l'année, on va dire, après le bac, cette année universitaire où tu commences à te poser la question bah, de ton avenir professionnel? Ouais, bah écoute, moi, je pense que le côté. Donc, je grandis dans l'adolescence, sans mon père, c'est quand même marquant. Et ça se passe mal parce que j'ai pas de nouvelles, tu vois. J'ai pas trop de Ah, nouvelles de t'as mon pas de nouvelles. père. Ouais, j'ai pas de nouvelles. Il s'est Ok. remarié, il a eu d'autres enfants et tout, et j'ai pas de nouvelles. Donc, c'est quelque chose que je vis assez mal et je me dis, ouais, il faut que la loi elle change, il faut que, tu vois. Donc, un côté j'ai besoin, T'étais en faut colère. s'assurer que la structure. Ouais, j'étais en colère parce que je comprenais pas. Tu sais, si tu Hmm. veux, t'as pas de nouvelles, tu comprends pas trop, quoi. Oui. Et pourtant, et ma mère, elle a jamais critiqué, tu vois. Elle a dit, ah ben, bon, bah, c'est pas grave, vous aurez une explication plus tard, il doit y avoir une explication. Elle l'a Ok. jamais accablé, en fait. Elle a juste dit, bon, bah, c'est un état de fait, maintenant, bah, tu grandis avec et tu apprends, et voilà. Et moi, en fait, ça forge un peu mon destin parce que je décide de m'orienter vers le droit, en fait, à ce moment-là. Hmm. Donc ça Ok. forge un peu mon destin parce que je me dis oui, il faut que le juge aux affaires familiales, le JAF, le truc soit mieux Faut que structuré, ça change. etc. Il faut que ça change. Donc j'ai envie de changer le monde, c'est bien. Quand on est jeune, bah, vaut mieux. Quand on est plus vieux, il faut continuer. Donc j'ai envie de changer le monde et je décide de faire des études de droit. Donc qui se passe bien, hein, je veux dire, études de droit. Après, je bifurque, je me rends compte que le droit, c'est c'est peut-être c'est peut-être pas ce que je n'ai pas ce que j'y attendais en fait. Ok. J'ai pas et je me retrouve dans un truc où je dois bifurquer et donc là je décide de bifurquer, de faire autre chose après une maîtrise. Je décide de faire autre chose, une spécialisation en organisation et en ressources humaines en fait. Ok. Et c'est ce que je finis par faire. Après, je postule pour intégrer différents types de cabinets, de conseils, des choses comme En ça. RH, En RH, puis en organisation, parce que en j'aimais bien organisation. ce côté-là. J'aimais bien Hmm. ce côté-là. Et puis après, je me retrouve à travailler dans une grande entreprise française d'assurance, où là, on me donne ma chance, c'est Elle est cool. bleue, elle est bleue, le logo Elle il est est bleu. bleue, le logo est bleu, mais j'ai pas de problème à dire son nom, c'est une très bonne école. Oui. Donc il s'agit d'AXA, je me retrouve chez AXA. AXA, oui. C'est une très bonne école qui me donne une chance et qui me permet en fait, qui m'offre un bon salaire. Enfin vraiment tous les voyants sont au vert. Le job, c'est le job de ma life parce que je deviens chef de projet. J'ai un mentor qui est absolument, j'en ai même deux, ils sont absolument géniaux. Ils me permettent de progresser à une vitesse folle. Et donc petit à petit, j'évolue dans la structure et ça se passe bien, etc. Jusqu'au moment où j'arrive à un seuil où je me dis, ce serait bien de faire autre chose. Et puis Mais pourquoi t'en as marre pour te dire je dois faire autre chose? Pourquoi cette envie de parce, changement? parce que j'ai eu la chance de pouvoir gérer un très gros projet, un web très tôt, avec
en jour homme, c'était je ne sais pas combien de jours hommes par an, des équipes de dev, des choses comme ça, de la formation organisée. Donc, c'était très, très, très intense. C'était très intense. Et en plus, j'avais des potes consultants dans la boîte. Enfin, c'était... Franchement, je passe de bons moments, mais je me retrouve... je me pose la question de savoir, OK, est-ce que tu es capable de faire mieux et qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Et il y a une de mes collègues et amies qui me dit, bah écoute, là, il y a mon mari, il est rentré dans une boîte, c'est une boîte américaine, c'est cool, et tout. Toi, tu as un profil un peu maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que je suis le lien entre les équipes techniques, en fait, qui codent, et les utilisateurs. Et donc, je traduis ce que l'un veut par rapport à l'autre. Et c'est des profils qui sont... un traducteur. C'est ça. C'est des profils qui sont intéressants à voir parce que l'utilisateur, il dit un truc et le technique, il lui dit, ouais, mais tu veux quoi exactement? Et il faut quelqu'un qui soit capable d'expliquer clairement entre les deux. Et donc, moi, je suis un peu ça. Et il me dit, là, je suis dans une boîte, c'est une boîte d'informatique pure, donc très technique. Je me dis, ouais, mais première difficulté. Et là, c'est la première décision, la première grosse décision que tu dois prendre dans ta vie en tant que pro, c'est qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? T'as peur. Ouais. Tu te dis, je suis dans une situation, je pourrais rester dans cette boîte toute ma vie, parce que c'est le schéma, je gagne correctement ma vie, j'ai un statut, j'ai comment dire, des avantages sociaux, des choses comme ça, des actions. Enfin, je suis bien. Je suis bien. Pourquoi tirer? Et là, il y a une voix qui me dit, ouais, mais si tu n'y vas pas, tu vas regretter. Et je démissionne. Et je tente le coup. Enfin, je postule, ils me prennent et je démissionne. Parce qu'il ne faut pas non plus... Oui. Faut pas non plus... douceur quand même. C'est ça, c'est ça. Mais d'où est sortie cette voix-là? Comment ça s'est passé en fait? Tu étais dans quel environnement, dans quelle situation? Je vivais déjà chez moi. J'avais déjà... Enfin, comme je t'ai dit, j'avais j'étais bien, quoi. Et là, je me dis, ok, mais est-ce que c'est assez? Quelle est ta progression? Est-ce que tu as la possibilité de progresser comme tu le souhaites? Est-ce que tu peux accéder clairement à des postes de direction? Est-ce que... Alors, et là, y a quand même malgré tout un plafond de verre et tu te dis, ouais, je ne suis pas certain de pouvoir y arriver. Parce que la structure, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, je suis noir, donc il y a et je l'ai vu quand j'ai cherché du travail, ça se fait pas tout seul, c'est-à-dire que les gens ils t'entendent, en plus ils entendent Didier Baude, ils disent oh Baude c'est breton, ce qui est le cas, le breton c'est cool. Très très bien exporté, non mais le breton c'est bien exporté, on le sait, donc c'est cool, sauf que quand les gens ils te voient, ils te font ah c'est vous, je m'attendais pas à vous, ah c'est vous, je dis quoi, je suis jeune, je suis machin et tout, non. Mais c'est exotique. Au début, c'est ça. Et quand j'ai cherché du boulot, on m'a dit le poste est pourvu, etc. Donc moi aussi j'ai eu droit à tout ça. Donc il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais bon, après, soit tu chiales et tu te dis la vie est injuste, soit tu te dis je m'en fous, j'y vais quand même. Et j'ai ma place. J'ai ma place parce que je suis capable d'être bon, parce que je suis capable d'y aller, etc. Donc à ce moment-là, je postule. Il y a le manager de cette compagnie informatique célèbre qui a vendu des PC dans le monde qui s'appelle Dell, il n'y a pas de secret, qui me dit qui me dit oui, il y a une possibilité et j'intègre Dell et c'est un monde qui est complètement nouveau pour moi, donc il y a des challenges dans tous les sens. C'est des Américains, donc la mentalité, t'imagines, je passe d'une boîte française à une boîte américaine, on me dit, tiens, voilà ton laptop, voilà ton truc, voilà ton machin, tu peux bosser de chez toi, tu peux... Enfin, t'imagines. Tu pouvais bosser de chez toi. Oui, tu files ton PC, tu as une carte 3G, tu bosses, tu vas voir les clients, j'étais chef de projet, donc je vais voir les clients, je leur explique, etc. Et du coup, ils m'envoient en formation à Montpellier et tout, et donc je me tape 2 semaines mais de formation technique pure. Et là, je te dis, tu as intérêt à t'accrocher, parce que, déjà c'est en anglais, donc tu pratiques ton anglais bien, et puis c'est ultra technique. Donc on me dit, oui, alors ça, c'est un SAN,
Donc c'est une section, c'est quelque chose qui sert à faire du stockage, c'est en Fiber Channel. Donc moi, le comprends, soir, hein. je regardais le truc, etc. Donc j'ai fini par comprendre, comme quoi le cerveau s'adapte, n'est-ce pas? Oui. Et donc ça a fait les connexions qui allaient bien. Et donc je fais ça pendant quelques années et je m'éclate chez Dell. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de m'éclater, mais les projets à la fin commencent à se ressembler et puis je suis plus dans le même mood et puis je suis fatigué parce que même si tu peux bosser de chez toi, faire des trucs, c'est quand Oui. même très prenant comme job et puis je me sens pas forcément à ma place, bien, etc. Et j'ai une autre opportunité, T'étais et je resté combien rencontre de temps surtout. dedans, Je suis chez Dell, resté à peu près? 5 ans, 4 5 ans, tu vois, quand même, tu vois, Ok, je reste un... un bon moment. Et Enfin, 5 ans, c'est pas un an, quoi. ouais, alors attends, je vais te dire exactement combien de temps j'y reste. Ouais, 4 ans, 4 ans. Ok. Et à un moment, je suis chez un client, ça se passe pas forcément bien. La hiérarchie, ce que veut la boîte, c'est pas très clair pour moi. Moi non plus, je sais pas trop ce que je veux. Je pense que c'est compliqué pour moi à ce moment-là. Mm. Mais chez Dell, j'ai l'avantage de rencontrer plein de monde. Mais vraiment plein de monde. En termes de réseau, le réseau de chez Dell, c'est des gens que je côtoie toujours, que j'ai toujours en contact. C'est un réseau extraordinaire, avec des gens formidables, vraiment. Et donc, y a des gens qui commencent à partir, certains partent de chez Dell, etc. Et puis, donc, il y a une personne qui part de chez Dell et qui me dit, moi, je vais intégrer une autre boîte, etc. On cherche des chefs de projet, je peux bosser avec toi, c'est cool, allez, viens, Bien. etc. Et il y avait d'autres personnes qui étaient à l'époque dans les services généraux qui disaient, ouais, on a intégré aussi cette boîte-là, vas-y, viens, c'est super et tout. Donc, je décide d'y aller. Et donc, entre-temps, j'avais eu un enfant, j'allais avoir le deuxième et tout, et je me dis, ouais, c'est cool, je décide d'y aller quand même. Donc, je vais dans une autre boîte, qui est une boîte de service autour de l'IT, et maintenant, j'ai une connotation, enfin, après 4 ans chez Dell, je suis vraiment IT, quoi. Ah, Tu IT, vois, ouais. Bah oui. mais j'ai toujours cette casquette d'organisation et de processus que j'ai pu acquérir quand j'étais chez AXA. Tu vois, parce que c'est une boîte qui est très processée. Donc j'ai appris beaucoup. Donc j'ai cette double combinaison-là et ça m'aide vachement dans mon taf en fait. D'avoir une vision très processus et en même temps très IT. Il y a pas beaucoup de personnes qui l'ont à cette époque-là, ou du moins autour de moi. Mm. Donc c'est intéressant. Et je rejoins cette boîte allemande avec un gros T dessus, n'est-ce pas? Et, Un gros T, attends, c'est qui ça? comme T sur mobile? voilà, comme sur le maillot de l'équipe de foot. Donc Oui. c'est T-Systems, donc il y a une Ok. boîte, qui est la filière allemande de services de Deutsche Telekom. C'est l'équivalent d'Orange Business Services chez Orange. Donc ça s'appelle T-Systems. Je rejoins T-Systems où je deviens directeur de projet. Et là, c'est le déploiement, c'est des gros projets de déploiement des data centers, des choses comme ça. Donc j'apprends beaucoup, c'est très international. Je parle beaucoup anglais, toutes les confs. Enfin, il y avait déjà ça chez Dell, mais là, avec T-Systems, c'est encore plus ça. Et j'en apprends beaucoup et c'est cool. Et je m'éclate de nouveau un moment. Et puis ce qui se passe, c'est que en fait, il y a quelqu'un qui s'en va encore et qui nous dit, bon, ben moi, je rejoins une autre boîte et nous, on a besoin de faire du service. Et les personnes que j'avais rencontrées chez Dell à cette époque-là, on s'était dit, on voit comment la boîte, une boîte, elle pourrait fonctionner, etc. Et on a une idée. Et on se met ensemble et on crée une structure. Avec tes anciens collègues de Dell qui t'ont suivi. C'est ça, enfin, qui c'est t'ont ça. suivi dans Voilà, cette aventure. voilà. Et on crée une boîte, c'est notre première boîte, donc on a plus, c'est une boîte qui est multi-compétences, donc on est nombreux, on est 7 associés, donc c'est compliqué à gérer. Ah ouais, 7 Donc, associés. ouais, Dans les ouais, statuts de ouais, la ouais. société, il y a 7 Ouais, membres. je rédige les statuts, parce que j'ai quand même, enfin il faut bien que tes études juridiques, elles te servent à un moment dans Ouais, la ouais, vie, ouais. et elles me servent tous les jours, hein. Donc je rédige les statuts, donc c'est associé, machin, c'est compliqué et tout, et on lance la boîte et on devient et la boîte se lance et c'est un super succès. On a un concept qui est unique, on gagne de l'argent, etc. Et c'est donc cette boîte commence à croître, on commence à avoir des clients, etc. Et puis bon, après, tu sais, sur la stratégie, on est nombreux. On est nombreux. Oui, Tu vas très vite. Hein, tu vas très vite. d'accord, Juste, d'accord. prends juste le temps
cette transition, tu es parti vite. Tu es passé de salarié à être associé dans une nouvelle aventure d'entrepreneur. Mais comment se C'est passe ça. cette transition? Est-ce que t'as pas peur de cette... C'est autre chose, c'est pas là tu changes de boîte, là vous avez créé une boîte. Est-ce que tu Ouais, n'as pas mais peur? Enfin, la transition se passe comment émotionnellement? eh ben, ce qui est assez hallucinant, c'est que j'ai besoin de challenge. Là, vraiment, c'est super clair. Et quoi qu'il arrive, je vais changer. Je ne vais pas Ok, rester dans la boîte dans laquelle je suis, quoi qu'il arrive. Et en ok, plus de ça, on a une chance, c'est que la personne qui nous demande d'intervenir dans la boîte qu'elle a, elle nous dit, moi j'ai besoin de personnes opérationnelles sur lesquelles je peux compter. Elle sait qu'on est opérationnel, elle sait qu'on va pouvoir délivrer, et elle sait qu'on va délivrer comme elle veut. hmm, Donc en fait, on a la chance de pouvoir se dire, bah, y a quelqu'un qui nous fait confiance, on a un contrat, c'est quasiment certain. Et au début, moi, je passe un entretien. Et l'entretien que je passe avec une chasseuse de tête et tout, elle dit bah, c'est un super potentiel, mais la problématique, c'est que c'est un potentiel qu'il faut nourrir de façon continue. hmm, Parce que si tu ne le nourris pas, il va s'éclater, il va mettre tout ce que tu as demandé en place pendant les 2 premières années, mais après, il va s'ennuyer en fait. Il hmm, va falloir lui donner autre chose. hmm. Parce que c'est le genre de personne qu'il va falloir nourrir en fait. Nourrir. Moi, il faut me nourrir, il faut me donner des trucs. Parce que si j'ai pas de challenge, moi, mes challenges, ok, tu me dis, il faut monter ça, il faut le faire en 2 ans, bah ok, je le fais. Mais après les 2 ans, il me faut autre chose, tu Ok. vois. Et donc, ils me disent, bah, c'est un bon profil pour aider à construire, mais je sais pas si c'est un profil pour rester dans une boîte, en fait. Et à Hmm, partir du moment où j'ai ce retour-là, en fait, je me dis, mais en fait, je pense qu'il est temps pour toi de d'explorer autre chose. J'en discute, on en discute avec mes camarades et on se dit putain, eux, ben, ils sont toujours en poste et moi je me dis putain, c'est le moment en fait. Vas-y, fais-le vas-y. et ils sont ok et on monte la boîte et en fait moi je démissionne. C'est-à-dire Ok. que j'aurais voulu avoir à l'époque rupture conventionnelle, on se met Oui, d'accord, le etc. chômage et Mais tout. ma boîte, elle me dit, mais attends, mais pourquoi on ferait une rupture conventionnelle avec toi alors qu'on veut te garder? Tu fais du bon taf. Hmm. Pourquoi on ferait? Donc non, si tu veux partir, faut que tu démissionnes. Ah ouais. Donc, donc là, je fais, ah ouais, faut que je démissionne. Bah je démissionne. Et donc je pars avec rien, Zéro. rien du tout. Pas de Zéro. prime, rien. Pas de prime, rien du tout. Je Ah ouais. pars. Et madame, Et à cette époque-là, elle paniquait pas. Enfin, non, elle a toujours été un super soutien. ok. Elle a toujours été un super soutien. Elle me dit non, mais non, j'ai l'avantage d'avoir une femme qui croit plus en moi que moi. Que Donc toi-même. c'est cool. Donc c'est cool. Donc elle me dit, je lui dis ouais, tu te rends compte, machin, on vient d'avoir un enfant, c'est là, 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 et tout. Elle me dit ouais, mais je sens qu'il y a quelque chose, je sens que vous pouvez faire quelque chose de bien et tout. Vous avez les compétences, vous avez tout ça. On va y aller, on va le faire ensemble et tout et tout. Et on y va. Et on lance le truc. Et elle a une compétence sur les process et sur la modélisation de processus, ce qui fait que c'est très utile pour la boîte qu'on monte. Et donc on participe à l'aventure et tout. Donc ça devient un projet très familial, tout ça. Et donc dans cette première boîte, bah, j'y vais à fond et je commence à délivrer. Alors ça se passe bien. Et je suis le seul représentant de la boîte, finalement, au départ. Les autres interviennent, mais de façon Et les ponctuelle, parts, tu elles vois. étaient égaux? Les parts de la Au société, niveau de la les boîte, chefs non, 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 oui, plus ou moins. Enfin, oui, il y en avait deux qui en avaient. Il y en avait un qui avait plus, mais c'est oui. parce qu'on considérait qu'il avait la présidence et c'est nous que c'est sur notre proposition. Et il y en avait un Hmm. qui avait moins parce qu'il intervenait moins sur certains Moi aspects, sûr, mais ok. globalement, c'était équilibré. Oui. Mais donc, c'est une super aventure humaine, on apprend plein de choses, on apprend aussi que les impôts existent, et qu'ils te prêtent beaucoup d'argent, parce qu'on a un gros chiffre la première année, et tu te dis, waouh, tu vois autant d'argent, C'est trop etc. bien. Après, c'est trop bien, mais après, tu as des problématiques qui font que... Et c'est là où tu apprends beaucoup, parce que après, tu as l'état d'esprit, et puis tu as ce que tu veux, et là, on a des divergences stratégiques en fait, Hmm. avec certains associés. Et je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais c'est compliqué à gérer. Et Bah, du 7, coup, hein. bah, C'est costaud. et du coup, bah, on finit par se séparer, Hmm. en fait.
Et à ce moment-là, ben, y a une autre boîte qui émerge, c'est celle qu'on a aujourd'hui, et qui se scinde et qui fait vraiment du conseil autour. Alors, entre-temps, j'ai acquis plein de nouvelles compétences en ce qu'on appelle environnement de travail, parce que j'étais avec des spécialistes de l'environnement de travail, en immobilier, sur les mètres carrés, des choses comme ça, parce qu'on avait un concept qui allait de bout en bout, on te trouvait les locaux et on t'installait, quoi, pour une boîte, de A à Z, et on gérait tout le truc, les appels d'offres avec les contractants généraux pour faire les travaux, on gérait tout de A à Z, jusqu'à l'installation du mec au bureau, quoi. Donc c'était un concept qui était unique. Juste avec une Quand une question, boîte démarre. Ouais, excuse-moi, je t'en prie. cette transition avec tes associés, même si on ne rentre pas dans les détails, Ouais. toi, émotionnellement, c'était comment? Est-ce que c'était difficile, ce déchirement, ou pas? C'est un divorce. C'est un divorce. C'est extrêmement difficile. Ouais, C'est ok, extrêmement douloureux. C'est ok, extrêmement douloureux. ouais, C'est extrêmement difficile parce que tu aimes les gens, oui, parce que y a de l'émotionnel, il y a beaucoup d'émotionnel. Tu as créé quelque chose avec des gens et oui, tu les aimes, ces gens. Et vous avez des divergences de vues et tu sais que les divergences, elles vont pas pouvoir s'atténuer. Il y a parfois des choses qui font qu'il y a quelque chose de cassé, de différent. mm, mm, Et, mm, mm. euh, et c'est très difficile pour moi parce que, en fait, à ce moment-là, c'est là où tu vois ce que c'est que la solitude de l'entrepreneur, en fait. Ok, Parce que tu te retrouves à devoir gérer la faim, c'est compliqué, il y a beaucoup d'émotionnel. Et encore une fois, moi, euh, euh, mes anciens associés, il y en a certains que je revois, il y en a d'autres que je revois pas. Et, et c'est ok, mais euh, j'ai pas de colère, j'ai pas d'animosité, j'ai pas tout ça parce que j'ai beaucoup appris. mm, J'ai fait des erreurs, j'ai surréagi parfois, mais c'est une période où quand on brise une association, eh ben, c'est très douloureux et puis tu te dis, ouais, est-ce que je vais pouvoir refaire confiance? Est-ce que je vais pouvoir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que et maintenant on fait du conseil hein, à la création d'entreprise également, tu vois, dans notre panel. oui, Et, ok, et lorsque les gens veulent s'associer, on leur pose toujours la question de savoir on a l'expérience, ce qui fait que on est capable de dire, ok, être associé, c'est pas juste, on s'entend bien, on se tape dans le dos et on va boire une binouse, quoi. Tu vois? ouais, C'est pas ça. Il faut avoir des valeurs communes. Il faut avoir des ambitions communes. Il faut avoir une vision commune. La vision. ah oui, Il faut avoir une très vision important. commune. Et en fait, on était jeunes entrepreneurs et on était excités par les projets qu'on avait parce qu'on avait des projets. Et en Oui, fait, on s'est assez peu appliqué à regarder quelle était la vision la qu'on avait. vision, Et en discuter et quel était le processus d'avancement, etc., avec les étapes. Je pense qu'on a été très vite, sans doute trop vite, et on ne s'est pas posé les bonnes questions. Donc c'est pour ça que ça a été extrêmement douloureux. oui, oui, ah, normal. Ouais, en plus, ça a traîné parce que tu peux pas sortir comme ça. Et puis moi, c'est mon unique source de revenus, faut pas l'oublier. Je suis Mm, à la fois salarié de la boîte et actionnaire, ce mm, qui donne lieu à des complications parce que tu as ton salaire en tant que salarié de la boîte, mm. consultant principal, et t'as Les tes dividendes, dividendes, entre guillemets, en tant qu'actionnaire. Et c'est deux choses différentes, en fait. Mais c'est la même personne. Et parfois, ça a été compliqué à expliquer. Le fait de se dire, c'est pas parce que je bosse et que j'ai un salaire que j'ai pas droit à des dividendes oui, parce que je suis actionnaire. Tu vois? ouais, oui, oui, oui. Et tout ce petit jeu-là, au début, c'est assez compliqué. En plus, on n'a pas choisi le montage le plus simple. Hein. On est 7 associés. En plus, on a des sociétés de holding parce qu'au début, on a investi en propre. Et après, on a Ah des ouais, sociétés de c'est parti holding. loin quand même. Ah ouais, c'est parti Jusqu'à la super bien. holding. Non, mais on était Google, nous. On était Apple. C'était un truc de malade. Mais on a beaucoup appris. Encore Oui, une oui. fois. Je pense que Encore c'est le une plus fois. important, l'apprentissage. Ouais. Ok. Et comment ça se passe cette nouvelle boîte?
du coup? Alors, la nouvelle boîte, c'est celle qu'on a actuellement, qui s'appelle Shinrai Consulting. Donc, je récupère tous les contrats IT, normal, puisque C'était une c'était moi boîte qui les faisais. existante que tu as repris ou tu as créé ça? En fait, c'était ma société de holding. Oui, ok. Ta C'était société ma à toi, société t'étais de... tout seul dessus. Alors, j'étais avec ma femme qui est associée aussi Oui, oui, dans cette société de holding. oui, Donc, puisque elle était aussi présente dans l'autre boîte, oui. tu vois. Donc, elle apportait son expertise également pour... donc, c'était vraiment une aventure commune. Nous, si Oui. tu veux, on avait les œufs dans le même panier. Hein. Ouais, ok. Donc, notre société de holding, en fait, on la transforme en société... Ah, vous la on transformez récupère... les objets. Voilà, on récupère nos parts Mm. et on les injecte... on fait donc les apports de notre ancienne société créent la nouvelle, ce qui fait que la nouvelle, en fait, après, elle a sa propre existence et elle n'est plus une société de holding, c'est devenu une société comme l'autre. Exploitation normale, ok. C'est ça. Ok. Et donc, on intervient dans cette société-là et on est que tous les deux à bord et on commence à avoir des clients et à continuer à prospérer. Et cette fois-ci, on se pose sur la vision. Ok. Voilà. Mais on n'est que deux, donc c'est plus facile. C'est plus facile qu'à 7. C'est ça. Et moi, j'aime bien C'est ça. poser cette question-là qui arrive souvent quand tu accompagnes des entrepreneurs. Je leur pose directement la question. Et puis dès qu'ils disent, ouais, j'ai un ami sur qui on va s'associer. Et je lui dis, est-ce que cet ami-là, ou ce frère, ou n'importe qui, tu es prêt à donner ta propre carte bancaire et tu lui donnes pendant un mois, il doit la garder. Ils ouvrent les yeux, ils disent non. Je dis, vas-y, laisse tomber. Laisse tomber ton association. Si tu n'es pas capable de donner ta propre carte bancaire à cette personne-là pendant un mois, il la garde. Je n'ai même pas dit qu'il va retirer ou quoi, juste il la garde. Ne fais pas cette association. Ben, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Et parfois, ça peut être encore plus subtil que ça. C'est-à-dire que moi, les personnes en question, moi, j'étais prêt à leur laisser ma carte et ils étaient prêts à me laisser la leur. Hein, et j'allais pas l'utiliser, ils n'allaient pas l'utiliser. Parce que c'était pas à ce niveau-là, c'était au niveau de la vision. Et quand ça touche à la vision, tu vois, c'est... Alors, après, tu peux bien t'entendre, tu peux bien réaliser, tu peux bien... Mais si vous n'êtes pas d'accord sur les objectifs finaux de la société, ce qu'elle doit faire, et comment elle doit le faire, et comment elle doit être dirigée, c'est problématique, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, c'est quoi les difficultés tu te lances avec ta femme, et c'est quoi les premières grosses difficultés, les gros challenges là, que vous devez faire face? C'est trouver la place de chacun. Ça, c'est quand on s'associe et qu'on travaille avec, même si en fait tout le monde nous dit oh là là, vous êtes mariés, vous travaillez ensemble. C'est magnifique, c'est beau. Ouais, ou c'est horrible, c'est terrible. Et comment vous faites pour vous supporter? En fait, on travaille mine de rien assez peu ensemble. Je m'explique. Ok, vas-y, explique-moi. Je m'explique. Enfin, maintenant, on travaille plus ensemble. Mais à l'époque, on travaillait moins ensemble parce qu'on était sur des sujets qui étaient différents dans la boîte. Elle était sur des processus, de la modélisation de processus, des choses comme ça. Et moi, j'étais plus sur les questions d'IT ou de la gestion de projet. Donc, c'est des choses qui se touchent, qui se rejoignent. Mais on avait des points communs, mais chacun connaissant sa partie, chacun bossait sur sa partie, on la mettait en commun et ça donnait quelque chose de super. Donc, on travaillait dans la même boîte, mais on n'était pas forcément à travailler ensemble. Tu vois ? Quand tu dis ensemble, c'est physiquement, vous êtes dans la même pièce ou c'est on est dans la même pièce. On n'est pas dans le même sujet, on ne traite pas le même sujet. On n'est pas dans le même sujet. On peut être dans la même pièce, on est dans la même pièce, mais on avait des sujets qui étaient complètement différents. Attends, une petite question. Ouais. Parce que moi, des fois, je l'ai eu quand tu travailles avec madame. Des fois, il y a des questions personnelles de votre vie privée qui intervient. Et comment tu gères ça? Parce que là, tu es dans un environnement où tu es associé, il y a le taf. Et partie moment, il y a des trucs un peu privés qui viennent soit améliorer cette journée ou soit la pourrir parce que vous êtes disputé la veille, je sais pas, tu vois. Comment tu gères ça? Business first. Business is business. Business first, c'est-à-dire le business en premier. En premier. Je veux dire, les clients n'ont pas à pâtir de notre relation ou de quoi qui se passe dans le privé. Il y a certains clients, là, s'ils écoutent, ils vont savoir qu'on est associés. Il y a certains clients qui ne l'ont jamais su. Parce que quand on se pointe,
on est professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on ne se touche pas, il y a rien. Il y a une attitude qui est très professionnelle. Et nous, c'est très important pour nous parce qu'il y a des clients qui vont dire oh, bah, moi, je ne supporte pas ton associé. Mon associé, c'est ma femme. Si parfois ils le savent, ils disent oh là là, ça risque de poser un problème. Ah Alors oui, que oui. nous, ça ne nous pose aucun problème. C'est-à-dire que il va y avoir des clients qui vont me dire bah, moi je préfère avoir affaire avec toi parce que ta femme, moi, ça me va pas du tout ou c'est pas du tout ma tasse de thé. Et c'est ok. Tu sais quoi, au fil des années, j'ai appris une chose, c'est que faut savoir gérer son ego et t'es pas un billet de 500 euros, comme dirait ma mère. Tu peux pas plaire à tout le monde. Oui. Donc à partir de ce moment-là, une fois que c'est ok et que c'est ok avec tout ce que peuvent penser les gens, eh ben, j'ai pas de problème. Et il y a des gens il y a des clients qui préfèrent parler à mon associé, parce que là, je fais bien la distinction, plutôt qu'à moi, parce que moi, ça se passe pas terrible et ils aiment pas. Hein, parce que je suis trop directif, parce que je suis trop ceci, parce que bah, c'est ok. Enfin, tant pis. Tu vois, voilà, c'est ok. Alors que donc il n'y a pas de, pour répondre vraiment à ta question, il n'y a pas d'incidence directe pour les clients. Si on a un truc à faire pour un client et que on s'est disputé ou quoi ou qu'est-ce, eh ben on mettra ça de côté et on délivrera ce qu'on doit délivrer. Ok. Je Voilà. pense que ça a été clarifié avec la vision. C'est clarifié avec la vision, avec le rôle de chacun, etc. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que en tant qu'entrepreneur, nous, on a compris également qu'il fallait gagner du temps. C'est-à-dire qu'il fallait investir sur soi. S'investir sur soi, c'est investir dans des formations, investir dans du coaching. Ça te fait gagner du temps. Enfin, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est passé par là avant toi et qu'il te donne des clés, etc., bah, prends-le ton coaching. Même si, alors tu dis, ouais, c'est un investissement. Bah oui, tu investis sur toi. C'est pas de l'investissement à perte. À moins que tu considères que tu sois un investissement à perte. Et dans ces cas-là, fais autre chose. Ouais. Ouais. Ok. Ok, ok. Et bah, comment ça se passe après, au fil des Bah, années au, jusqu'à qu'on fi- arrive aujourd'hui? au fil des années, on travaille pour... le réseau qu'on a tissé au fil du temps nous permet de trouver des missions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des propositions de missions, etc. Donc on les prend, on honore nos missions, on essaie de le faire le mieux possible. On essaie de trouver des solutions. En fait, ça vient parce que je pense qu'on essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé en problème. Mhm. On ne voit pas des problèmes, nous. On voit juste des faits et on essaie de mettre en œuvre des solutions. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir en nous disant « Ouais, j'ai ça qui ne va pas, j'ai ça qui ne va pas », on dit « Ok, très bien, on va faire un diagnostic » et après, on pose les causes, on voit le besoin et on trouve une solution. On est très axé solution, mais tout le temps. Ce qui fait que on a la chance d'avoir des personnes qui nous ont fait confiance et des clients qui nous font encore confiance. Ce qui fait que on est recommandé en fait. Ok. Parce qu'on délivre correctement c'est comme ça que je me suis retrouvé dans plusieurs entreprises où en fait les gens ils disent là-dessus vous êtes spécialiste en organisation en IT, vous faites un peu de web, tout ça. Comme on a un spectre qui est assez large et qu'au fil du temps on a pu acquérir des compétences et puis on a des partenaires qui travaillent avec nous qui sont extrêmement proches. C'est comme ça que nous, par exemple, on a pu croître en proposant l'édition de logiciels parce que on a un partenaire il fait quasiment partie de la société. Enfin, je veux dire, il a sa propre structure, mais Oui. on travaille ensemble, on a une vision qui est commune, etc. Donc ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et on croit ensemble. Mais pour ça, encore une fois, il faut avoir le mindset qui va. Ouais. Parce que sinon, tu peux pas. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est vraiment d'investir sur soi et il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas hésiter à payer un truc, même si les chiffres paraissent énormes. Si vous avez l'argent et que vous pouvez le faire, faites-le. Parce que c'est des raccourcis que vous prenez, en fait. Non, c'est ça. J'ai une petite question là, parce qu'en Ouais. termes financiers, c'était quoi la différence de CA que tu faisais avec ta boîte où tu avais tes associés et là tu te retrouves tout seul avec madame? Est-ce qu'il déjà il y avait une différence de CA et aussi une Ouais. différence de marge?
aussi, tu vois. Parce qu'on sait, le chiffre d'affaires, ça fait pas tout. Mais c'était quoi la différence, en fait, en termes de CA et de marge avec la boîte, avec les associés et quand tu es associé avec ta femme? Au début, bah, ça nous fait une chute par rapport au CA. Une chute Ça fait, vertigineuse. ça fait, bah, tu perds 70% de ton CA en fait. Ok, Tu perds 70% de ton CA parce c'est que énorme. on était nombreux, donc on Oui, était capable de multiplier. Enfin, c'est pas compliqué. Hein. En plus, on était intéressé sur les économies qu'on faisait faire aux entreprises, etc. Donc, c'était en immobilier, tu sais. Quand tu fais gagner de l'argent, ben, tu reçois une commission et ça te fait, voilà, sur des économies. Donc, ça te fait gagner. Enfin, c'était pas de l'immobilier, puisqu'on n'avait pas le droit de faire de l'immobilier à proprement parler. Mais sur les économies, les négociations qu'on faisait avec les entreprises, bah, on faisait faire des économies, on touchait un pourcentage des économies qui étaient faites. Donc, connaissant les bâtiments et les locations sur la région parisienne, t'imagines bien que c'est en milliers d'euros que ça se chiffre. Et toute cette partie-là, bah, l'associé qui s'occupait de ça, bah, on n'est plus avec lui. C'est une perte, c'est une grosse perte. Et il y avait certains chantiers qu'on pouvait se permettre de faire parce qu'on était plus nombreux. Là, on se retrouve à deux, on ne peut pas tout faire. Même si oui. on a potentiellement les clients pour le faire, en fait, on est toujours à cette époque-là dans un schéma où on échange notre temps contre de l'argent. Mm. Et après, s'effectue une transition. À partir du moment où tu commences à avoir des collaborateurs, entre-temps, on a l'opportunité d'avoir des collaborateurs en propre qui interviennent chez des clients. Donc, ça te libère du temps, tu vois. Et là, tu peux penser à commencer à travailler sur ton entreprise et pas dans ton entreprise. Donc, c'est le livre E-Myth que je conseille à tout le monde, qui explique enfin, les différents états d'esprit et le rôle des entrepreneurs quand tu crées ta boîte, en fait. En gros, tu as l'entrepreneur, tu as le technicien, tu as le manager, et puis tu as le chef d'entreprise. Et ces trois personnes-là, dans une seule personne, il faut savoir laisser la place à chacun au fur et à mesure. Mais bon, je vous recommande de lire le livre pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat. C'est très très bien, très très clair et très bien expliqué. Donc, clairement, ouais, il y a une grosse différence de chiffre d'affaires. Pas trop sur la marge, parce que c'est des marges de service. Donc, Oui. mais sur le chiffre d'affaires, ouais, forcément. Ok. Et c'était quoi ton plus gros client qui t'a demandé le plus de stress dans cette aventure-là? Je pense que c'est le client quand j'ai changé, Oui. quand on a monté la boîte à 7, là, c'est là où le stress a été énorme. Il fallait tout faire. Ah Tout. ouais. Tout. Il fallait vraiment tout faire. C'était une société qui partait, c'était from scratch, il fallait tout créer, il fallait créer les process, oui. il fallait créer les machins, il fallait recruter les gens, il fallait tout faire. Et là, ça a été... Mais c'était du bon stress, hein. Oui. Mais là, tu apprends à optimiser ton temps. C'est là où j'ai appris toutes mes techniques d'optimisation, de la carte mentale, des machins, des trucs. Là, j'ai explosé en termes d'apprentissage. Et puis, c'est là où j'ai vu que j'aimais bien ce genre de choses. Et ça nous a permis Moi, ça m'a permis de voir que j'aimais bien toute cette partie-là, tout ce qui était lié à la transmission, à l'éducation et aux méthodes d'apprentissage et d'optimisation, en fait. Et c'est là que j'ai beaucoup travaillé sur ces choses-là. Et on a pu proposer à nos clients après des formations pour qu'ils s'organisent mieux, des choses comme ça. Ah Et oui, donc, c'était tout trouvé pour que... et puis, entre-temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que... mais on est toujours, comme je te le disais, dans une période où je vends toujours mon temps contre de l'argent. Et donc, je bossais quand même beaucoup. Même si on était dans la boîte, etc. Et à un moment, il y a mon fils, 8 ans, qui me dit, un soir, je rentre, je suis rincé, quoi. Et il était un peu dépité, il me dit alors, papa, ça va, et tout. Et puis je lui dis, je suis un peu... Il me dit, parce que, pourquoi? Je dis, parce que j'essaie d'expliquer ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais c'est compliqué, parce que les gens, ils savent qu'il faut qu'ils le fassent, mais ils ne le font pas, Ils le etc. font pas. Donc c'est un peu frustrant. Et puis je leur apprends des trucs. Tu sais, mon fils, il devient mon psy, quoi. Et moi, je déballe et je lui raconte. Et lui, d'accord, d'accord. Ouais, très cool. Et après, il me dit, bon, d'accord, mais
mais si tu en as marre de faire ça, Oui, pourquoi tu continues à le faire? c'est une bonne question. Et je lui dis, ben, parce que il faut quand même qu'on mange, et puis j'aime bien ce travail malgré tout. C'est pas parce que j'ai dit ça que machin. Il dit, mais pourquoi? Moi j'adorerais apprendre tout ce que tu as à apprendre, et puis ça me permettrait de passer du temps aussi avec toi. Et en fait, là, ça a été un électrochoc. En fait, cette Ok, petite phrase, ouais, elle a tout changé. Cette discussion a tout changé. Parce que à ce moment-là, je me dis, et ce qui est marrant, c'est que ma mère m'avait dit, je comprends, tu as ton entreprise, je t'ai toujours encouragé, je t'ai toujours dit d'y aller, je t'ai toujours dit que tu pouvais. Euh, Ma mère, très tôt, si tu veux, elle disait, le docteur Joseph Murphy, la puissance de votre cerveau, vous êtes capable Donc, elle était déjà... si tu veux, moi, j'ai grandi dans un truc où on m'a dit, tu veux aller décrocher la Lune? Si, c'est possible, vas-y. vas-y. Si, c'est possible, vas-y. Par contre, il va falloir que tu travailles, hein, parce que ça se fait pas tout seul, hein. Ouais, Donc, vas-y. Et donc, j'ai pas eu de doute sur le fait que j'étais capable de le faire à partir du moment où je m'y mettais. Et ça, c'est important. Et elle m'a dit, passe du temps avec tes enfants. Tu travailles beaucoup, je sais que c'est important, mais passe du temps avec avec les tes enfants. enfants. Tes enfants, etc. Et donc, j'ai repensé à elle, et puis j'ai repensé à moi surtout. Et là, tu es confronté à toi et à toi-même. C'est-à-dire que, entre-temps, pour la petite histoire, j'avais vu mon père et Ah, j'avais eu tu l'as des revu, il a redonné des explications. Oui, nouvelles oui, après. oui, 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 oui. Ok. Après, oui. Entre-temps, ah oui, je ne vais pas raconter cette partie-là, mais entre-temps, on s'est vus. J'ai de très bonnes relations une de mes sœurs. Il y a pas de... Enfin, je veux dire, on s'est expliqué, il y a des choses qui ont été dites, j'ai compris un certain nombre de choses, j'ai pris du recul aussi. Donc, moi, si tu veux, la problématique que j'avais avec mon père, elle est réglée, tu vois. Ok. Donc, et on a des rapports qui sont de bons rapports. Voilà. Maintenant, il voit ses petits-enfants, il est content de les voir. Enfin, voilà, il y a pas de... Mais le fait que mon fils me dise ça, que ma mère me rappelle ça et tout, je me dis, souviens-toi comment t'étais. Et là, je me suis dit, oh, t'es en train de reproduire la même chose. La même Fais chose. gaffe à ce que tu fais. Parce que tu passes pas de temps. Et ce qui compte, c'est de passer du temps. Et le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. C'est perdu. Et à ce moment-là, mon état d'esprit change. J'en discute avec ma femme. On change de braquet. Elle aussi, elle se posait les mêmes De questions. braquet. Ouais, C'est carrément. quoi ce... C'est-à-dire qu'on se Braquet, dit, c'est quoi? Je c'est connais le pas fait ce de se mot. dire, c'est le fait de se dire, on va dans une direction et on change de direction. C'est-à-dire qu'on va dans une direction, on était convaincu que c'était la direction à avoir, donc on bloque pour aller vers cette direction-là. Et en Oui. fait, tu te rends compte que c'est pas bon et donc tu changes, tu braques ailleurs, tu regardes ailleurs. Ok. Et je me dis, en fait, il faut que je passe du temps de qualité avec mes enfants. Et donc, je commence à travailler avec lui. Donc, puisque ma fille, elle est plus jeune, et je commence à travailler avec lui, et Avec j'adapte lui, tu la les ramènes, méthodes. tu la ramènes dans ton entreprise, il passe du temps avec toi, C'est et ça, tu lui montres c'est ce ça, que tu fais et tout. Ok. c'est ça. Et en fait, à la maison et tout, et je lui dis, bah voilà, quand tu veux faire quelque chose, regarde la carte mentale, elle te permet de faire ça, elle te permet de faire ci et tout. Et donc, il se prend au jeu. Mais il se prend vraiment au jeu, à tel point que, ben, déjà, il passe du temps avec son père et ses parents au sens large, donc il est bien, tu vois. Il est dans sa tête, il est bien. Il retient mieux. Il a des bonnes notes. Tous ces trucs, désormais, il fait des caractéristiques. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réforme de l'éducation nationale qui passe et ils disent, désormais, on va accorder du temps à ce qu'on appelle le périscolaire. Donc, ça s'appelle les temps d'activité périscolaire. Où l'idée, c'est de faire autre chose dans la semaine pour les enfants, pour que ce ne soit pas trop scolaire. Et donc, moi, entre-temps, je crée une assoce autour de ça, parce que mon fils me dit, bah écoute, moi je trouve que ce serait bien, les méthodes maintenant c'est en place, en plus tu nous apprends à nous servir d'un ordinateur, parce que je me rends compte que les enfants, ils savent pas se servir d'un ordinateur. Enfin si, ils savent juste allumer la console en fait. Mais se servir vraiment d'un ordinateur, je veux dire, utiliser les possibilités d'un ordinateur, rien du tout quoi. D'ailleurs, je finirai avec une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'il y a deux jours, c'est pour vous dire. Et donc,
Et il me dit, oh, tu devrais faire quelque chose. Et en fait, avec la boîte, on crée une association qui s'appelle Boost et qui permet, en fait, et on propose à la ville, à notre ville, d'intervenir dans les écoles, en fait. Et en Ok. fait, c'est super. Et on commence à intervenir dans les écoles, et on fait des cartes mentales, on fait... Et tu vas avec lui, il te suit toujours dans ça? Alors lui, il est à l'école, mais Ah, moi, je le ok. fais tout seul. C'est-à-dire Ok, qu'il m'a aidé il a co-construit le programme, en fait. un nouvel associé. Il a Félicitations. co-construit le programme de façon... Il a participé à la construction du truc. Il me disait, ah, là, ça va, là, c'était pas très clair, faut recommencer, là, machin, etc. Donc, et il rentre dans une dynamique entrepreneuriale, en fait, Ok. avec nous. Et donc, ce qui fait que il fait ça, donc je fais ça, il est en CM1, CM2, il arrive en 6e, on a des locaux, etc. Et en fait, tous les jours, il vient après l'école au bureau et il fait ses devoirs au bureau. Et là, je lui dis, ouais, on va aller plus loin, on va essayer de te faire... et donc, je commence à de nouvelles choses avec lui sur de la préparation mentale, de la respiration, comment arriver à se mettre en état de flow pour qu'il puisse commencer à faire ses devoirs. Je mesure en combien de temps il est capable de se mettre en état de flow. Enfin, c'était très scientifique et c'est super grisant parce que je teste, tiens, ça marche pas, je me corrige, non, il faudrait peut-être le faire comme ça et tout. Et à un moment, on finit par arriver et avec l'aide de rituels, il arrive, il prend son goûter. Une fois qu'il a fini son goûter, il pose ses affaires, il pousse son truc. Et son regard change, tout change, il se met en interaction et à ce moment-là, tu peux lui parler, rien ne se passe. Il est concentré, Il est il fait ses concentré. devoirs, il fait ses trucs. Et ça dure 25 minutes. Le cycle Ok. dure 25 minutes. Et il fait ses devoirs mieux, il est plus à l'aise à l'école, il a des bonnes notes, etc. Et on fait la même chose pour la petite qui est conditionnée. Elle, ses parents, elle les a connus entrepreneurs. Donc il y a un certain nombre de choses qui viennent comme ça. Et donc on a les méthodologies qu'on met en place. Et avec ça, avec Peggy, on dit ah mais comment vous faites, vous avez l'air d'être... Et puis je pense qu'on est super bien, mais en plus c'est qui est le cas. C'est-à-dire qu'on s'entend bien, on a des projets ensemble, etc. Et on nous dit, ouais, on aimerait trop faire comme vous avez fait, etc. Et donc, il y a des gens qui nous demandent, en fait, de faire du coaching autour de ça, sur Ah, l'apprentissage, c'est une si tu ne demande, sais hein. pas comment faire. C'est une demande au départ. Et donc, on commence à faire du coaching et on arrive à vendre du coaching autour de ça. Donc, pour des ados et des jeunes adultes, surtout des jeunes adultes. Et donc, on change des vies, vraiment. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu arrives à transmettre, tu donnes de nouvelles méthodes de travail, tu donnes de nouvelles habitudes, tu transfères un mindset. Et en fait, on fait une sorte de coaching à 360 où les jeunes puissent se retrouver et ça leur donne du sens. Pourquoi ils font les choses, pourquoi c'est important d'avoir une vision et que cette vision peut changer, même si on a 12 ans en fait. Et on se rend compte que plus on éduque les enfants jeunes, plus ils sont capables de faire des choix, d'être responsables, etc. Mais il faut leur donner l'occasion de le faire. Et donc, avec ce coaching-là, ça le fait. Et comme, entre-temps, on a des collaborateurs et qu'on a aussi des missions qui tombent, et ben, ça nous permet d'organiser notre temps également pour faire ces coachings-là. Et Ok. aujourd'hui, on fait encore ces coachings-là. Et puis, on nous a demandé d'aller un peu plus loin, si c'était possible d'avoir... donc, on est sur un sujet e-learning autour de l'apprentissage et des neuromythes, parce qu'il y a plein de mythes qui existent autour du cerveau. Entre-temps, nous, on s'est diplômés en neuroéducation. Oh, Donc, félicitations. écoute, merci. Donc, et on continue de se former. Enfin, c'est toujours pareil. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que pour moi, l'homme est sur Terre pour croître, pour s'améliorer physiquement. Donc, c'est important d'avoir des routines sportives, c'est important d'avoir des choses comme ça. Et tu vois, un esprit sain dans un corps sain, c'est pas pour rien en fait. Parce que tout ça, ça te donne de l'énergie, ça te permet d'avancer, ça te permet d'évoluer, et ça te permet d'aller plus loin et de tenter de nouvelles choses, et sans cesse de sortir de ta zone de confort. Et franchement, euh, c'est Max Piccinini qui disait ça, donc c'est un conférencier. Après la peur, il y a le bonheur. Vraiment. Après la peur, il Il y y a a le le bonheur. bonheur. C'est-à-dire qu'il faut oser sortir de sa zone de confort Mhm. pour que derrière, tu puisses transformer quelque chose. Ok. Voilà. Wow, c'est intéressant ça. Hmm. Du coup, là, c'est ce que tu nous expliquais au début
de ce que tu faisais là, et là tu fais le coaching sur l'éducation. Euh, Mm. Quel est le message que tu as envie de dire aux parents, voilà, par rapport à leur enfant, euh, que tu as vu, que tu as remarqué, et tu as vraiment envie de passer ce message-là? Parents, redevenez un acteur actif. Donc déjà, un acteur, ça doit être actif, mais redevenez un catalyseur de savoir pour vos enfants. Oui. Et ça n'a rien à voir avec le fait de savoir des choses, etc. Soyez là pour vos enfants. Mais soyez vraiment là, pas sur votre portable. Passez du temps avec vos enfants parce que c'est ça que les enfants demandent. Qu'on passe du temps avec eux, mais du temps de qualité. Du vrai temps. Du vrai temps. C'est-à-dire que ça peut être du temps court. Vous êtes très pris, je comprends, on est tous pris. Mais si à un moment vous dites, vous planquez le portable pendant 20 minutes. 20 minutes. C'est quoi 20 minutes? Vous coupez le portable. Pendant 20 minutes, vous regardez votre enfant et vous lui dites, pendant 20 minutes, je suis à toi. On fait ce que toi tu veux, comme tu le veux. Et si vous faites ça tous les jours, bah votre enfant, il va pas avoir l'impression que vous n'êtes pas là. Il va avoir l'impression que vous êtes là tout le temps. Parce que tous les jours, il saura qu'il a ces 20 minutes privilégiées avec vous. Donc vraiment les parents, il faut que vous soyez là pour vos enfants. Et c'est pas à l'école d'éduquer vos enfants, c'est à vous de le faire. Oui. On a trop délégué cette tâche-là facilement à l'école. L'école, elle a en charge l'instruction, Oui. pas l'éducation. Alors, je pense que le terme d'éducation nationale a été galvaudé et que Oui. on l'a changé. Mais au début, le ministère s'appelait le ministère de l'instruction publique. De l'instruction publique. Donc, c'était l'instruction au départ. Et ça a été changé en éducation. Et je pense que certains parents, pas tous, hein, mais certains parents ont tendance à dire bah, ça, c'est le job de l'école. Ça, c'est le job de l'école. Sauf qu'on a donné beaucoup de jobs à l'école et que l'école, bah, elle n'a pas évolué aussi vite que la société, en fait. Et ben, on en paye le prix aujourd'hui. On en paye le prix aujourd'hui parce que bah, l'école et les valeurs qu'elle est censée transmettre en France, hein, c'est-à-dire que c'est un pays républicain, etc. Il y a un certain nombre de valeurs qui font que la France est ce qu'elle est. Et ben, on peut pas tout donner à l'école. Non. L'école, elle fait ce qu'elle peut. Et les profs, il y en a des formidables. Et les profs, mais quand tu vois comment sont traités les profs, aussi bien par l'éducation nationale que par certains parents, moi, là, j'ai honte. J'ai honte parce que je trouve ça inadmissible. Alors que l'abnégation des profs, en général, mais laisse tomber. S'ils étaient un petit peu mieux accompagnés, un peu mieux formés, et qu'on leur donnait les moyens, mais ça, on aurait une école d'enfer. C'est pas normal qu'un prof, il gagne que dalle alors qu'il est en charge d'éduquer la nation. Enfin, c'est un truc, c'est hallucinant. C'est une grosse mission. Là, c'est une grosse mission. Et en plus de ça, l'école, elle a perdu toute son attractivité. C'est-à-dire qu'avant, de toute façon, c'était pas compliqué. Hein, c'était à l'époque où ils ont voulu rendre l'école obligatoire, tu sais, t'avais le choix entre les champs ou aller à l'école. Bah, les gosses, ils étaient pas fous. Hein. Plutôt que d'aller dans les champs, je préférais aller à l'école. Hein. Ouais. Et donc, les parents, ils voulaient pas trop, tu vois, parce que pour eux, c'était une perte de temps. Aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, c'est les parents qui voudraient plutôt que les enfants, bah, c'est bien que tu ailles à l'école. Et les enfants, ils disent, oh non, je préfère regarder YouTube. Je préfère devenir un influenceur. YouTubeur. Et moi, ou YouTubeur. Mais moi, j'ai rien contre le fait qu'ils deviennent YouTubeurs. Oui. Mais l'école apprend quelque chose malgré tout, alors de façon maladroite, mais elle apprend quand même que c'est important de faire des efforts. C'est important de se tromper. C'est important de recommencer. Alors, c'est pas toujours le cas avec le système de notation. Après, on pourra en discuter des heures. Mais clairement, on pourrait avoir une autre école. Mais pour ça, il faudrait également que le comportement des parents change. Ok. Et du coup, comment on fait s'il y a des personnes qui nous regardent, et peut-être sont parents, ils sont des enfants, pour les aider dans ce sens-là? Ben, les premières choses à faire, nous, on nous a demandé de faire un programme, donc on va le faire. Sinon, ils peuvent nous poser des questions. Nous, on répond à tout le monde. Hein. Donc, Oui. Et vous contactez comment alors?
Ils nous contactent directement sur Instagram, via mon Ok, profil ok, ou via le profil de ma femme Peggy Baud. Voilà, ils nous contactent et on essaiera de les aider au mieux avec leurs problématiques. ok, Voilà. super. En tout Puis on cas, va faire des posts aussi très ouais, orientés apprentissage et comment mettre les enfants au niveau de l'attention. Il y a des choses comme ça oui. qu'on va mettre en œuvre très prochainement. Voilà. Ok, bah allez-y, vous abonner sur son profil, hein, j'allais dire chaîne, profil Eh ouais. Mais Instagram. du coup, je me dis, est-ce que je Oui. devrais pas faire une chaîne? Qu'en Ah bah penses-tu, oui. Rafiki Mentor? Ah Ah, je vais vas-y. faire une chaîne. Et là, Je tu as vais du faire une contenu chaîne. plus long, tu peux aller plus loin. En fait, Eh ben, on les va faire une deux ont chaîne. leur avantage et leur inconvénient. Instagram, c'est un Eh peu ben, on va faire une plus. chaîne. Voilà. Et une chaîne, tu peux te poser, expliquer certaines théories. Et les gens, bah, s'ils veulent aller plus loin, bah, du coup, tu leur as donné 30 minutes, 20 minutes, une heure Ouais. peut-être de valeur. Bah, du coup, je t'invite, hein. Et je serai le premier à venir. Ah, écoute, ça me À- fait plaisir. On va faire ça, on va faire ça. On l'a déjà créé, mais on l'a pas alimenté et je pense qu'il faut qu'on Allez-y, le allez-y. fasse. Il y a des choses à faire. Et On était, on ouais. était sur des gros projets, on l'a pas fait, Oui, mais oui. je le mets dans ma to-do list. Ouais. Je le mets dans, Chaîne on YouTube. va, on va le faire. On va faire la Ok. chaîne YouTube. Alors, j'ai une question pour mes abonnés pour qu'ils gagnent un mentorat de 30 minutes avec moi. La, Oui. la question, c'est sur mon invité qui est Didier Baud. Chez quelle entreprise il gagne bien sa Ah, vie, tu vois, où il a des privilèges, il devient, enfin, un poste intéressant et ça fait partie des grosses compagnies, hein, des gros oui. paquebots de la France. Tu mets ça en commentaire, le premier qui note la réponse, le premier, j'ai pas dit le deuxième, le troisième, le premier, il gagne ce mentorat avec moi et pourra me poser toutes les questions par rapport à son business, mindset, quelle que soit ta question, c'est ton moment, hein. Et je t'offre en plus ce moment de qualité. Donc, je suis à toi. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose de vraiment important qui porte en toi avant de finir cette interview? Alors, première chose pour tes abonnés, celui qui gagne, le premier, il Oui. gagne une demi-heure avec moi sur Ah toute la ouais. partie apprentissage. Oh, S'il généreux. a des T'es le questions à premier poser. invité qui me fait un cadeau auprès de mes abonnés, franchement. Merci. Merci. Voilà, donc une demi-heure avec moi s'ils ont des questions autour de Ok. l'entrepreneuriat, Ok, également toutes les différentes de questions. celles qu'ils pourraient te poser. Ouais. Et sur l'apprentissage et les méthodes d'apprentissage en particulier, la neuroéducation, Oui. je me ferai un plaisir d'y répondre pendant une demi-heure également. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, très généreux et merci beaucoup pour ce cadeau. Alors le mot de la fin, qu'est-ce Oui. que pourrait être le mot de la fin? Ouais. Ou un message de Euh, la fin, comme tu veux. Le truc que Un tu dis, message de voilà. la fin. Je clôture cet entretien avec ça. Croyez en vous, parce que tout le monde a les capacités, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire. On a tous un cerveau en état de marche, quand on n'a pas de maladie, etc. On a tous le potentiel pour le faire. Donc, à partir du moment où vous avez un rêve, accrochez-vous à ce rêve, mais surtout passez à l'action pour obtenir ce que vous voulez. Sinon, ça restera qu'un rêve. Donc voilà, c'est ça le mot de la fin. Et Ok. donc, croyez en vous, investissez en vous et passez à l'action. Franchement, un moment extraordinaire avec Didier Baud. Et du coup, je vous invite à le contacter si vous êtes Merci. intéressé par ce qu'il est en train de dire, hein, par l'éducation, l'entrepreneuriat. Allez aussi sur Instagram, les lives des vieux singes. Vous allez voir que là aussi, Ah oui. ça débite. Ça débite. Je ne vous en dis pas plus, allez vous abonner. En tout cas, merci Didier pour ce moment. Merci à toi, Rafiki Mentor. C'était un plaisir. J'étais très heureux de répondre à tes questions. Ok, Donc, écoute, à bientôt. allez, merci et abonne-toi sur la chaîne de YouTube et va voir les autres interviews parce qu'il y en a pas mal. Allez, merci et ciao, à la prochaine. Ciao.